c'est reparti donc, pour accueillir deux nouveaux invités. Bienvenue à tous les deux. Bonjour Jean-Yves Grasset. Bonjour. Vous êtes National Security Officer at Microsoft, mais on peut peut-être le dire en français quand même. Je vous laisse le traduire dans notre belle langue. Disons que j'ai une responsabilité à la direction technique et sécurité de Microsoft France. Voilà, merci. En face de vous, Bruno Rall. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes délégué général de l'association française correspondant à la protection des données, merci, la FCDP. Vous êtes expert DPO sur le fameux règlement dont on va parler, le fameux GRDP. On l'a évoqué il y a quelques minutes. Alors la première question, elle est pour vous. On a parlé un petit peu des fondamentaux de cette nouvelle politique. Comment définir en quelques mots les grands enjeux de ce règlement qui va être mis en application? Là, le règlement, c'est pas juste un toilettage de la loi informatique et liberté actuelle, comme certains auraient pu le penser. C'est vraiment, on va changer de paradigme finalement. Alors malheureusement, on fait trop souvent appel au marketing de la peur et on cite souvent les sanctions, le niveau de sanctions, qui c'est vrai va porter le sujet dans un autre univers. Mais finalement, ce qu'on retient principalement, c'est la mise en responsabilisation des chefs d'entreprise. Alors, chefs d'entreprise, mais bien sûr le secteur public est concerné également, hein, les maires, les administrations. Donc on va passer d'un système où aujourd'hui ce qu'on appelle le responsable de traitement doit aller devant la CNIL relativement souvent pour obtenir une autorisation, une demande d'avis. Le fameux DPO, c'est ça? Alors non, ça aujourd'hui c'est le délégué à la protection des données. D'accord. Voilà. Donc on va passer d'un système où le chef d'entreprise sera beaucoup plus autonome. Les règles sont indiquées par le règlement européen et c'est à lui de se responsabiliser et de faire en sorte qu'il s'assure de respecter ces fameuses règles. Ce qui change également, c'est un rééquilibrage finalement des pouvoirs vers ce qu'on appelle les personnes concernées. Aujourd'hui, quand on confie ces données personnelles, on vit souvent sur des promesses. Là, il y aura vraiment des engagements beaucoup plus forts en termes de transparence et en termes de droits des personnes. Concrètement, votre association, vous avez lancé cette association il y a combien de temps et dans quel objectif? Alors, l'association a été créée en 2004 à l'occasion de la transposition de la directive de 95, qui était justement le texte précédent. Et en 2004, il y avait la possibilité, l'Europe avait donné la possibilité aux États membres de créer un métier qui en France s'est appelé le correspondant informatique et liberté. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 6000 correspondants informatique et liberté désignés très officiellement auprès de la CNIL. Donc il y a déjà une grande expérience pour ces entreprises et pour ces professionnels. L'évolution vers le règlement européen est une marche conséquente, mais c'est absolument dans la progression. Donc aujourd'hui, on regroupe à peu près 800 personnes morales, aussi bien secteur privé que secteur public. Et il y a deux axes assez traditionnels qu'on retrouve. Un axe opérationnel, être CIL et bientôt DPO, c'est quand même un exercice solitaire. Et donc c'est toujours intéressant d'échanger avec ses confrères, d'échanger les bonnes pratiques pour ne pas réinventer l'eau chaude chacun de son côté. Et puis il y a un accès lobbying finalement. On s'est fait entendre, on a représenté les professionnels concernés, aussi bien au niveau national qu'au niveau européen, pour essayer d'instiller quelques idées forces dans les textes et dans les lignes directrices, notamment du G29. Alors, je l'évoquais avec votre consoeur de Microsoft juste avant sur ce même plateau. C'est un enjeu pour Microsoft aussi, puisque vous allez accompagner évidemment les entreprises qui sont toutes concernées par ce règlement. Oui, absolument. Donc, il faut voir que ce règlement est quand même relativement complexe. Et c'est pour ça qu'effectivement, on va voir, je dirais, c'est assez compliqué déjà d'aller expliquer à nos clients ce qu'il faut faire. Bien sûr, ça nous concerne directement. Je dirais, dans la terminologie, on est sous-traitant, c'est-à-dire qu'on a des engagements qui sont beaucoup plus forts maintenant vis-à-vis de la protection des données. Et quand je dis qu'il est complexe, il y a à peu près 160 exigences, 10 articles. Donc ça veut dire qu'il faut avoir quand même une très bonne compréhension. Et c'est un texte qui au départ est quand même, c'est très juridique, sauf que ça déborde très fortement sur l'aspect sécurité. Moi qui travaille dans la sécurité, moi ça me convient bien, parce que justement, ça impose, entre guillemets, un certain nombre de bonnes pratiques qui sont, par exemple, dès le départ, quand vous allez construire une application, vous allez mettre à disposition un service, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez concevoir dès le départ avec la sécurité. Alors là, la sécurité, bien sûr,
dans le GDPR, c'est par rapport aux données personnelles, mais globalement, lorsque la CNIL va venir taper à votre porte ou si vous avez une violation de données, si vous avez des données qui sortent à l'extérieur de l'entreprise, des données personnelles, eh bien, on va venir vous demander des comptes. On va vous dire, ah oui, mais finalement, est-ce que tu es capable de me donner la liste des traitements que tu as fait? Est-ce que tu as mis tous les contrôles de sécurité justement pour éviter que ce type de situation n'arrive? Et bien sûr, même sans parler des sanctions, c'est vrai que... Jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial quand même. Absolument, absolument. Donc c'est ce qui fait, je pense, bien réagir. Et du coup, au niveau le plus haut, on en reparlera peut-être avec le rôle du DPO, mais au niveau le plus haut, au niveau de la direction, forcément, quand on vous dit attention, ça va être 4% du chiffre d'affaires mondial, là, vous commencez quand même à réfléchir. Justement, par quoi doit commencer? Alors, parlons peut-être de ce délégué à la protection, de ce DPO, le délégué à la protection des données, qui va être le garant finalement de la bonne application de ces fameuses règles juridiques, vous l'avez dit, 160, je crois, c'est ça? Des exigences. Des exigences sur lesquelles on ne peut pas déroger. Non, vous devez absolument être conforme. Alors, sans rentrer dans les détails, il y a des choses sur lesquelles, je dirais, qui ne sont pas encore complètement définies. Il y a des lignes de conduite, des guidelines qui sont encore éditées. Parce que forcément, il peut y avoir certaines interprétations. Mais 160, déjà, ça donne une idée de la complexité. Et donc, pour venir au rôle du DPO, donc il a un rôle véritablement central. Je dirais son rôle est clairement défini dans le règlement. Je dirais qu'il a un rôle un peu de cheville ouvrière. C'est lui qui va être le point focal d'un programme GDPR. Alors quand je dis programme, ce n'est pas un projet, c'est réellement un programme. C'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre au niveau de l'entreprise, tout simplement parce que ça va concerner l'ensemble des traitements des données personnelles qui sont faits par une entreprise. Mais donc son rôle, il est là au quotidien. On imagine bien qu'un DPO ne vient pas une fois, comme un inspecteur des impôts, faire les comptes. Non, absolument pas. Il est là en transverse aussi, j'imagine. Il va avoir à la fois un rôle transverse, un rôle à l'initialisation du programme. Pourquoi? Parce qu'il va devoir être capable de communiquer donc à la fois avec les directions, avec des juristes, avec la partie juridique, avec les personnes techniques, avec des responsables de la sécurité, avec les métiers. Donc on voit bien que vont graviter autour de ce DPO tout un ensemble de personnes de l'entreprise, et c'est pour ça qu'il a un rôle aussi important. Mais il va porter aussi une responsabilité, puisque c'est lui, en fait, qui a la connaissance fine du règlement et qui va devoir animer. Et qui va devoir, après, s'assurer, donc faire passer, entre guillemets, la bonne parole, et être capable de s'assurer que un certain nombre d'exigences qui sont fortes, comme la tenue d'un registre des traitements, eh bien qu'il y a une vision exhaustive dans l'entreprise de tous les traitements qui concernent des données personnelles. Bruno Rall, quel est le meilleur profil pour le DPO? On le recrute comment, Alors, il n'y en a pas finalement. Voilà. Il y a un petit piège qu'on observe à l'heure actuelle. Donc, on a créé sur notre site web un job board, le job board qui est dédié à ces métiers-là. Et ce qu'on observe, c'est que très souvent, les recruteurs indiquent un profil de juriste. Ce qui semble naturel, c'est-à-dire je suis chef d'entreprise, je dois être conforme à une loi, donc je prends un juriste. Et alors c'est une erreur, un juriste peut être DPO, bien sûr, et aujourd'hui les correspondants informatique et liberté, dans 40% des cas, sont juristes, mais il y a beaucoup d'informaticiens qui sont CIL et qui sont DPO. Parce qu'il doit avoir une compétence technique alors, quand même. Il faut avoir, effectivement, c'est ça, c'est un peu le mouton à 5 pattes, ce qui explique aujourd'hui la pénurie. Aujourd'hui, on a vraiment une réelle difficulté à trouver des DPO, des futurs DPO expérimentés, formés. Il faut à la fois avoir une bonne connaissance juridique, alors dans le domaine considéré. Il faut avoir une connaissance technique pour être notamment capable au sein des entreprises d'interagir avec, par exemple, le responsable de la sécurité du système d'information. Si je n'ai pas la connaissance qui me permet d'interroger mes collègues et encore moins de comprendre leurs réponses, je ne pourrais pas justement assurer ou vraiment donner mon avis sur la bonne sécurisation des données. Il faut également avoir un aspect communicant. C'est pas le tout. C'est ce que j'allais dire, parce qu'il va falloir qu'il joue le gendarme. Ça va pas être facile comme boulot, ça. Alors, oui, je pense que c'est un rôle qui est pas simple, et je vais renforcer le message. Je crois qu'effectivement, il faut que ça soit pas uniquement un juriste,
il faut, puisqu'en fait, il va s'adresser à un responsable sécurité. Il y a vraiment un rôle qui est important. Pourquoi ? Parce que le responsable sécurité, c'est lui qui est garant de la sécurité à partir du moment où, enfin, de la sécurité de l'ensemble de l'entreprise, à partir du moment où, je prends un exemple, un métier va vouloir développer ou utiliser un service qui va traiter des données personnelles, eh bien, il va falloir justement, à travers, je dirais, ces exigences du GDPR, il va falloir être capable, je dirais, de prouver que tous les bons contrôles de sécurité sont mis en place. Donc ça, c'est vraiment un rôle de RSSI qui va dire au métier, oui, elle est très bien votre application, mais d'abord, ça serait bien de prendre en compte la sécurité dès le début. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu nouveau parce que souvent, la plupart du temps, c'est pas comme ça que c'est fait. Et voilà, donc le DPO, lui, va être en lien direct avec le RSSI, et le RSSI, il ne va pas falloir qu'il raconte non plus n'importe quoi, puisque le DPO, lui, va avoir en charge après de défendre un dossier si l'autorité de contrôle, donc la CNIL en France, vient et finalement demande, demande d'avoir des informations complémentaires par rapport aux exigences. Alors, 2 points sur ce job, cette profession de DPO, sa responsabilité. Comment financer ça ? Quand même, c'est pas neutre d'adopter cette nouvelle compétence en entreprise qui est, au-delà d'être coûteuse, impactante, parce que c'est quelqu'un qui doit s'imposer, et qui doit avoir un profil assez hybride entre une compétence juridique et technique, on l'imagine, mais aussi marketing, parce que finalement, ça va changer des choses le jour. Voilà. Et la deuxième question, elle en découle justement, et qu'elle est pour vous deux. Est-ce que ce n'est pas contraignant dans une logique de créativité, par exemple, de se dire... Vous disiez que certains peuvent lancer des applications avec des données certes sensibles, mais enfin, la techno, c'est aussi ça, c'est pas forcément se contraindre, c'est de lancer des choses et puis après d'essayer de mettre les verrous qui vont bien. Non, l'expérience des correspondants informatique et liberté depuis maintenant 12 ans montre que nous sommes des facilitateurs. C'est-à-dire que la première chose, quand on discute avec un chef de projet, c'est vraiment c'est de s'imprégner de l'objectif, de bien comprendre quel est le but poursuivi, de créer un nouveau service, d'améliorer un service existant, de mieux connaître les clients, d'améliorer la productivité, de gagner des parts de marché. Et une fois qu'on s'est vraiment imprégné, on doit être là pour accompagner le projet, faire en sorte qu'on atteigne les objectifs, mais en étant respectueux du droit. Donc c'est vrai que dans quelques cas, il nous arrive de dire non, la ligne jaune, elle est là, et je suis désolé, mais très très souvent, on travaille la main dans la main avec le chef de projet pour lui suggérer, lui dire voilà, pour atteindre ton objectif, la voie que tu veux employer est peut-être un peu trop intrusive, on va utiliser trop de données personnelles, et peut-être que tu pourrais creuser et travailler sur une alternative qui traiterait moins de données, où on va conserver les données moins longtemps, par exemple, mais qui nous permettrait d'atteindre le même objectif. Donc, si on arrive à avoir au quotidien ce comportement, on est perçu au sein des entreprises comme non pas des empêcheurs de tourner en rond, mais vraiment comme des facilitateurs. Et le signe le plus tangible, c'est quand on a la satisfaction de voir nos collègues venir nous voir spontanément au début des projets, plutôt que de nous éviter dans les couloirs, justement. Donc ça, c'est vraiment un point très gratifiant. Vous parliez du coût par rapport au DPO. Je pense que le salaire du DPO, ça va être je dirais qu'une petite partie du coût. Pourquoi ? Parce qu'il faut que les entreprises prennent en compte le fait que ça va être un programme GDPR et que ce n'est pas la date de mai 2018 qui va être l'achèvement. Ça veut dire qu'il va falloir, après, de manière continue, être capable finalement de prouver qu'on respecte justement la protection des données personnelles. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un programme à mettre en place. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des personnes qui vont devoir se réunir, des différentes directions, des métiers, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à mettre en place. Et donc, ça veut dire qu'il faudra un budget. Et le budget, ça ne sera pas uniquement le budget du DPO. Pourquoi ? Parce que le DPO, surtout dans des grandes entreprises, il ne pourra pas tout faire. Il ne pourra pas, si vous avez des centaines d'applications, ce n'est pas lui qui va pouvoir tout contrôler. Et donc cet aspect coût, effectivement, est loin d'être lié uniquement au DPO, même si, effectivement, la recherche du mouton à 5 pattes, c'est un peu ça. Et puis, un élément dans tous les acteurs du secteur concurrentiel, c'est un élément de confiance, finalement. Donc, normalement, on doit créer de la valeur ajoutée. On doit être capable, effectivement, de tirer plus de valeur des données,
d'avoir une meilleure image auprès des clients qui, étant en confiance, vont peut-être être amenés à donner plus d'informations les concernant. Ça donne peut-être un label, une sorte de label de Commission européenne, peut-être, vous pensez? Alors, sur certains, on pourrait voir apparaître ça sur certains sites web ou applications? Alors effectivement, donc au niveau français, la CNIL est une des autorités de contrôle des niveaux européens qui l'a plus avancé à ma connaissance par rapport à ses collègues. Donc ça fait déjà plusieurs années qu'elle a créé des labels, notamment un label qui s'appelle Gouvernance informatique et liberté, où notre association a eu l'occasion justement de participer à sa création. Et ça permet, c'est un label qui permet justement aux bons élèves, entre guillemets, de se différencier, de montrer qu'ils ont pris ces enjeux. Donc là, maintenant, l'optique, dans le cadre du règlement européen, ça va être de passer à l'échelle européenne. Et je pense que la CNIL va faire le nécessaire pour que ces labels soient promus au niveau européen, par exemple. Moi, je voudrais juste renforcer le message sur le fait qu'il ne faut surtout pas voir ça comme un point de blocage sur l'innovation. Ça, c'est vraiment, je dirais, c'est presque plus mettre en place des bonnes pratiques qui n'étaient pas forcément mises en place y compris par les plus grands acteurs. Donc c'est vraiment aider dès le départ en disant, voilà, si je peux t'aider dès la conception, il y a un certain nombre de règles. Par exemple, sur la partie collecte, eh bien, ça ne sert à rien de collecter des informations personnelles pour lesquelles on n'a pas besoin dans l'application. Et ça, c'est entre autres une des exigences. Le développeur d'application, il ne sait pas forcément, il va dire, tiens, je vais collecter un petit peu plus. Il ne voit pas éventuellement les impacts qu'il peut y avoir si après, il y a une fuite d'informations. Donc, ça me semble être beaucoup plus, d'abord, sain dans la démarche. Le DPE doit être vu comme un facilitateur et surtout pas comme un frein à l'innovation. Mais est-ce que, je fais juste un rapide rappel sur de quelles données personnelles on parle. Alors, bien sûr, il y a nos numéros de carte bleue sur la partie achat en ligne, les dates de naissance, les lieux de naissance, mais est-ce qu'il y a une nouvelle typologie de données personnelles sensibles aujourd'hui en 2017 ou pas du tout? La sensibilité des données, elle est contextuelle. Donc vous avez dans la loi, on le retrouve dans le règlement européen, vous avez certaines données qu'on appelle généralement sensibles dans la loi et dans le règlement, elles ne s'appellent pas comme ça. Ce sont des données qui sont interdites de traitement, sauf exception, les pensées religieuses, les pensées syndicales, les habitudes sexuelles, etc. Donc on voit bien que ces informations ont une nature un peu particulière. Après, la donnée, la sensibilité d'une donnée, elle dépend énormément de son contexte. Je vais prendre l'exemple dans mon domaine, je travaille pour une des branches de la sécurité sociale. L'adresse d'une personne, là où elle vit, ça semble vraiment anodin. Pourquoi protéger cette information plus que d'une autre? Mais si, par exemple, il s'agit d'une femme battue qui a été obligée de déménager et son ex-conjoint l'a menacée de mort, là, d'un seul coup, la même information qui était anodine il y a 2 minutes, là, vous avez peut-être un risque pour la vie d'une personne. Vous voyez, alors, dans certains cas, le risque, c'est d'être ennuyé par la publicité des spams et des pourriels. C'est d'avoir une usurpation d'identité. Hein, pour le coup, là, les victimes d'usurpation d'identité, c'est vraiment un traumatisme important. Donc, c'est la notion de classification des données en fonction de leur sensibilité est un exercice assez compliqué parce que justement, il faut être capable de prendre en compte le contexte. Il y a un certain nombre de règlements, définit un certain nombre de données, effectivement des données très très sensibles, comme par exemple des données personnelles qui vont être sur les orientations sexuelles ou des choses comme ça. Et là, effectivement, c'est même une catégorie de données, je dirais, hautement sensibles. Évidemment, tout ce qui va être données de santé, on imagine, mais effectivement, il y a des aspects après contextuels et le règlement met bien également en évidence qu'il peut y avoir des données qui vont être ce qu'on appelle des métadonnées, en fait qui vont être des données dérivées, mais en croisant, vous allez pouvoir retrouver en fait des données personnelles. Donc ça veut dire qu'il faut également prendre en compte ça, et même de la même manière, quand on parle, si par exemple vous, en tant qu'utilisateur, vous dites je vais arrêter d'utiliser ce service et je veux absolument que toutes mes données soient détruites, ce ne sont pas simplement les données que vous allez voir, mais également toutes les métadonnées qui pourraient être issues finalement du traitement. Donc ça va quand même relativement loin et voilà, ce n'est pas complètement exhaustif. Il y a un certain nombre d'exemples, les adresses IP, les adresses MAC, et puis donc on voit que ce ne sont pas des données directement personnelles, mais qui en croisant vont vous permettre de remonter finalement aux personnes. Donc c'est la donnée recontextualisée, on l'a bien compris, qui peut devenir encore plus sensible qu'elle ne l'est à sa simple valeur en fait. J'ai envie de vous demander, vous êtes président d'une association.
quel va être votre combat cette année ? Alors, toute association a un combat. Voilà, délégué général, pas président. Délégué général, merci pour cette promotion. Le combat aujourd'hui, ces derniers temps, ça a été d'accompagner les correspondants informatique et liberté qui ont donc créé le métier depuis 2005, en partant de zéro. Donc il n'y avait aucune référence, donc il a fallu apprendre en marchant finalement. On s'est créé des bonnes pratiques, et là effectivement il faut qu'on passe à l'échelle supérieure, et donc notre combat ça a été d'accompagner les CIL qui voulaient devenir des PO pour passer ce cap. Ce n'est pas automatique, le passage ne sera pas automatique. Les chefs d'entreprise vont décider soit de confirmer dans les nouveaux habits de DPO leur correspondant informatique et liberté, ou d'en changer. Il y a aussi la possibilité nouvelle pour les entreprises de désigner un DPO externe, c'est-à-dire un prestataire. Donc ça donne une possibilité supplémentaire. Donc ça, c'était notre point essentiel. Notre projet à très court terme, c'est de publier une charte d'éthique du DPO, puisqu'on le voit, donc à nouveau un métier récent et un métier lié à l'éthique. En fin de compte, c'est une vision en Europe qui est très humaniste. Ce qu'on protège, c'est l'être humain. Aux États-Unis, l'approche est différente, c'est « privacy is good for business ». Je n'oppose pas les deux, on peut très bien combiner les deux pour avoir quelque chose de très intéressant, mais on voit que derrière ce métier, il y a la protection de l'humain. Donc il nous semblait important de se doter d'une charte de déontologie. Alors Microsoft n'est pas une association, que je sache, mais quel est votre combat à vous aussi? Donc il y a des défis. Le premier défi est tout simplement de nous arriver en conformité, je dirais, à la date de mai 2018. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a énormément de services qu'on met à disposition. Donc ça veut dire que nous, il y a des parties qu'on est obligé de refondre de façon à éviter de multiplier les endroits où vont se trouver les données personnelles, tout simplement parce que si quelqu'un nous dit effacez toutes mes données personnelles, faut que ça puisse être réalisable. Donc bien sûr, on est soumis exactement aux mêmes contraintes, donc on aura un registre de toutes les applications, etc. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on fait, c'est au fur et à mesure où nous, on avance, eh bien, on essaye d'accompagner nos clients. Donc on produit énormément de livres blancs, justement, pour à la fois qu'ils aient une notion de la compréhension, à la fois pour qu'ils aient plus confiance. C'est-à-dire, regardez, oui, Microsoft, ils font quand même des choses, ils ont une compréhension. Il y a un certain nombre de livres blancs, je vous dis, qu'on a à disposition. Et bien sûr, pour nous également, c'est une opportunité au niveau de nos produits. Puisqu'en fait, par rapport à un certain nombre d'exigences, le fait de pouvoir découvrir, je dirais, les différentes applications, enfin, les différents traitements, de pouvoir découvrir des données personnelles, de pouvoir les classifier, vous en parliez, de pouvoir les protéger en fonction de leur sensibilité, eh bien, nous, on a toute une gamme. Et je dirais, pour aider les clients, on dit il y a une partie qui est purement process, mais après, il y a une partie qui est technique. Et là, bien sûr, on va pouvoir vous aider sur ces aspects-là. Moi, je sais tout maintenant sur le GRDP, le public aussi, les DPO, ça n'a plus de secret pour nous. Merci à tous les deux, merci beaucoup. Ouais, merci à vous. On va continuer à parler de transformation numérique parce qu'il en était question finalement. Le DPO est aussi demain un acteur de la transformation numérique en entreprise. Et pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire, j'imagine, tout le monde en ligne et ici, c'est l'accélération de la transformation digitale du groupe Thales qui s'est doté d'une Digital Factory. C'est dans quelques minutes sur ce même plateau. À tout de suite.